Bonjour à tous, bienvenue pour notre rendez-vous de décryptage. Nuno Teixeira, membre du comité d'investissement de Natixis IM Solutions, est à mes côtés pour revenir sur les dernières informations macroéconomiques et financières. Bonjour Nuno. Bonjour Caroline. Donc nous parlions la fois dernière de contextes difficiles à déchiffrer. Les signaux contradictoires se maintiennent cette semaine. On attend de nouvelles hausses des taux directeurs de la part de la Banque centrale américaine. En même temps, les valeurs technologiques se portent bien. Donc ce ne sont pas les seules contradictions, mais nous allons voir les autres dans notre première partie. Donc effectivement, nous avons à la fois des signes qui annoncent un ralentissement économique, mais également des signes en faveur de la croissance. Si je reprends les différents indicateurs, si on regarde déjà les PMI, qu'est-ce qu'on peut déjà en dire ? On peut dire que d'abord, ils se sont détériorés au niveau industriel, un peu partout, y compris en Chine. Et sur les services, on tenait plutôt bien jusqu'à il y a environ 2 mois. Et là, ça s'est quand même un peu dégradé. Rien de dramatique. Mais c'est vrai qu'on commence à avoir des indicateurs composites qui rassemblent les deux, qui sont un petit peu dégradés, sans pour autant être très inquiétants. Donc on a quand même une croissance qui résiste, malgré cette remontée très impressionnante des taux directeurs depuis 1 an. Mais on a, disons, des signes laissant à penser que on va avoir un décalage temporel par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir entre les décisions de politique monétaire et les effets sur l'économie. Et c'est pour ça que les marchés cherchent quand même la visibilité, les valeurs de croissance, parce qu'ils se disent ça va être décalé dans le temps, mais ça va arriver, le ralentissement, voire une récession peut-être début d'année prochaine. Ce n'est pas certain. On anticipe quand même la récession, enfin en tout cas un ralentissement, mais les ménages par contre sont toujours très positifs, relativement positifs avec l'épargne qu'ils avaient mis de côté, ou c'est pas toujours le cas? Oui, alors c'est peut-être un peu moins le cas aux États-Unis qu'en Europe, mais c'est vrai que la situation du marché de l'emploi est encore très solide. Donc on a un chômage qui est proche des plus bas, des créations d'emplois qui sont assez vigoureuses, des salaires qui, bon an mal an, augmentent de l'ordre de 4,3-4,4% aux États-Unis. Donc, les ménages, assez logiquement, gardent un certain optimisme, malgré le durcissement des conditions financières qu'ils ressentent, par exemple, dans leurs emprunts, surtout lorsqu'ils sont, ce qui est le cas davantage dans les pays anglo-saxons, à taux variable. Taux variable. Alors, il y a l'inflation, vous parlez de hausse des salaires. Est-ce que l'inflation, elle, est toujours haussière, baissière? Est-ce qu'on a toujours cette dichotomie entre l'inflation corps et l'inflation secondaire? Clairement, l'inflation totale baisse, la tendance se poursuit, même si elle est lente. Ce qui pourrait être une bonne nouvelle. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. En revanche, l'inflation sous-jacente résiste, et du coup, même si on a une contribution qui est maintenant négative sur un an glissant de l'énergie, on a toujours finalement une inflation on va dire, sous-jacente qui inquiète les banques centrales, parce que c'est là-dessus où, normalement, les hausses de taux directeurs auraient dû agir, et on le ressent de manière assez faible pour le moment. Alors, est-ce qu'on attend encore, de la part des banques centrales, des hausses de taux directeurs ? Alors, les banques centrales elles-mêmes donnent beaucoup moins d'indications sur leur politique à venir, et parfois elles se contredisent, ce qui rend la tâche des allocataires d'actifs évidemment plus difficile. On peut quand même penser que la Fed a renoncé pour ce trimestre-ci à stabiliser ses taux directeurs, va encore probablement devoir relever ses taux directeurs à une reprise en juin ou en juillet. Et pour la BCE, on attend 2 relèvements. Ensuite, on y verra peut-être plus clair sur ce fameux plateau des taux directeurs des banques centrales. On pensait avoir un petit peu plus tôt, mais qui tarde à arriver. Voilà. Donc, est-ce que le contexte permet de revoir les allocations d'actifs? On parlait de prudence. En tous les cas, c'est ce que nous allons étudier dans notre seconde partie. Donc patience et prudence, j'ai l'impression de me répéter un petit peu depuis les dernières émissions, mais en tout cas, voilà, cette incertitude amène à de la prudence en termes d'allocation d'actifs. Est-ce qu'on est toujours à la neutralité sur vos portefeuilles, globalement ?
Oui, on est proche de la neutralité, légèrement sous-pondéré. Beaucoup d'investisseurs, finalement, sont passés à côté de la hausse, soit parce qu'ils étaient sous-exposés en actions cette année, en craignant justement les effets du durcissement des politiques monétaires, soit parce qu'ils avaient les mauvaises actions, parce qu'on a des écarts énormes au sein des indices, en particulier aux États-Unis, où on a carrément, je dirais, un grand écart entre valeurs de croissance qui sont proches de 25-26% de hausse pour le Nasdaq, pour les grandes valeurs technologiques, et puis les univers value qui sont quasiment à zéro, voire en négatif, avec l'énergie, les valeurs financières qui sont en négatif depuis le début de l'année. Donc un écart énorme, et le risque, c'est que finalement un certain nombre d'investisseurs veuillent prendre le train en marche parce qu'ils ont une énorme pression de leurs clients. Il y a une précipitation sur le marché. Et aillent sur ces fameuses valeurs de croissance qui caracolent cette année en tête des classements. C'est vrai qu'elles avaient sous-performé très fortement. Elles avaient souffert l'année dernière. On n'est pas au plus haut sur le Nasdaq, on est encore une quinzaine de points en dessous des plus hauts. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que sur les valeurs de croissance, on actualise des cash flows futurs avec un taux d'intérêt qui lui a beaucoup augmenté. Donc normalement, les valorisations auraient dû reculer. Et là, pour l'instant, on est plutôt en phase de rattrapage des valorisations de beaucoup de ces grandes valeurs. Donc effectivement, pour l'instant, c'est assez calme. On a une volatilité assez faible sur les marchés actions, mais ce mouvement pourrait réentraîner un peu de volatilité et d'incertitude. Oui, il ne faut pas oublier qu'un certain nombre d'investisseurs investissent en fonction de modèles. Notamment toutes les gestions de type risk parity, c'est-à-dire quand la volatilité est faible, ils augmentent leurs expositions sur les actifs dits risqués. Et donc cette volatilité faible, si elle perdure, pourrait entraîner des achats un peu mécaniques d'actions et d'actifs risqués qui pourraient donc accentuer la hausse. Ça nous paraît évidemment un peu dangereux. Donc en termes de fondamentaux, les actions ne sont pas ultra chères, mais elles ne sont pas non plus données. On est à peu près à un équilibre, disons. Mais c'est vrai qu'à court terme, on a une hausse de l'indice des actions internationales depuis le début de l'année de 11%. Ça nous paraît assez, je dirais, correct déjà pour prendre quelques bénéfices et attendre un petit peu, peut-être un peu plus de visibilité. Il ne faut pas oublier qu'on risque quand même d'avoir un ralentissement, même différé dans le temps, mais plus tard dans l'année, au début de l'année prochaine. Alors si on reprend les zones géographiques, c'est ce que l'on fait régulièrement. Est-ce que du côté de l'Asie, donc je pense au Japon et à la Chine, est-ce que vous avez changé votre position? Est-ce que vous êtes plus ou moins optimiste? Quel est votre sentiment? C'est difficile aussi à lire. Complètement. Alors la Chine, il y a un risque idiosyncratique qu'on ne peut pas exclure, c'est un scénario de type Ukraine, sur Taïwan. Donc, si on ajoute à ça tous les éléments réglementaires, on voit bien que le gouvernement chinois, ponctuellement, fait des interventions qui déstabilisent le marché, notamment sur les valeurs technologiques. Ça nous incite plutôt à la prudence. En revanche, le Japon, on a une visibilité beaucoup plus grande, des valeurs japonaises qui sont très décotées, une politique monétaire qui reste très, très accommodante, avec des taux autour de zéro. Et du coup, c'est plutôt un marché assez défensif qui nous plaît bien et qui a beaucoup rattrapé déjà cette année. On voit un regain d'intérêt pour les actions japonaises et donc peut-être, voilà, il y a peut-être quelque chose à jouer. En tout cas, on reste un peu plus positif sur le Japon, un peu plus défensif sur les États-Unis et l'Europe. On est un petit peu entre les deux parce que les valorisations sont plus attrayantes qu'aux États-Unis globalement. Très bien. Merci beaucoup, Nuno. Merci, Caroline. Donc le marché est compliqué, mais peut-être que sommes-nous dans la configuration d'un atterrissage en douceur de l'économie. En tous les cas, le scénario n'est pas écarté. Et c'est ce que nous allons observer lors de nos prochaines émissions. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.